dans l'épisode précédent de Buffy /20. C'est que quand tu crois qu'il n'y en a plus, en fait, Il y en a encore. C'est de tiens à dire, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée de me limiter dans le temps, c'est lui qui a eu l'idée, mais... Allez, Pour la première fois, Buffy est enregistré live. Oui. Bonjour et bienvenue dans Buffy /20. Une question. Une réponse, 2 minutes. Nous voilà, nous faisons un grand final, donc on pouvait pas ne pas faire une grande et belle émission, mais qui dit grande et belle émission dit beaucoup de temps et beaucoup de Contenu, question. choses à dire, exactement. Ce qui Oui. fait qu'on a décidé de couper ce beau final en 2 parties. Bah, comme ça, c'est les meilleurs. Certains des meilleurs épisodes de Buffy sont en 2 parties. Donc moi je dis c'est bien. Exactement. C'est quoi ton épisode en 2 parties préféré de Buffy? Becoming. Agatha. Part 1 and 2. Après, je préfère la part 2, mais j'adore tellement les 5 dernières minutes de la part 1 que ça compte. Non, c'est vrai qu'Agatha est très bien. Je sais pas, moi entre Agatha et la cérémonie, Graduation Day, j'avoue que selon les époques, mon cœur balance. En plus, après, c'est compliqué parce que la fin de la saison 4, c'est en 3 parties. Et après, c'est en 4 parties à chaque fois. 5 parties, 4, 6 parties, 4, 7 4 et parties. 5. Ouais, après, moi, je pense que la fin de la saison 5, ça commence à l'épisode 18. Donc... mais non, c'est rigolo parce que moi, j'ai vu la deuxième partie de la saison 3 complètement, presque après avoir fini la série. Je savais ce qui se passait, j'avais lu Watcher's Guide, je sais ce que c'est, et du coup, je n'ai jamais été autant attachée à cette partie qu'au reste de la série. Et je sais pas si c'est parce que je l'ai regardée en dehors, mais du coup, Graduation Day, c'est très intéressant et fun à regarder, mais j'ai pas le même attachement émotionnel. Et alors que Becoming, bah, de toute façon, c'est le moment où tout est dit sur Spike et Buffy, donc Puis c'est le coming out, c'est Xander, c'est Willow qui devient une witch, mais surtout c'est I hate you, I'm all you've got. Voilà, c'est donc comment on n'a pas beaucoup de temps, on a tellement de contenu, de choses à dire. Pardon. Je viens de parler pour ceux qui savent Voilà. pas, c'est la naissance de la relation Buffy et Spike. Oui, bah en fait dans le sens où quand il lui propose son aide alors que c'est son ennemi et qu'elle lui dit qu'elle le déteste et qu'il fait je suis tout ce que tu as, il ne se rend pas compte à quel point cette phrase est prophétique en fait. Et c'est pour ça que c'est merveilleux à revoir. Mais oui, donc on parle pas du tout de ce dont on était en train de parler alors qu'on a dit on n'a pas le temps, mais c'est le problème, vous nous lancez sur Buffy et c'est ouais. Alors, bah écoute, Yael, je vais te poser une question sur Buffy. Donc là, on va commencer par Buffy, après on passera sur les saisons 5 et 6 en comics de Angel. Mais d'abord, on commence par le vif du sujet. Quand tu dis j'ai une question sur Buffy, je suis là, j'ai l'impression d'avoir entendu cette phrase de ta part tellement de milliards de fois dans ma vie que c'est presque drôle. Vas-y. Alors, à l'aide éventuellement d'exemples concrets que tu aurais en tête sur la série, est-ce que tu estimes que la misogynie existe dans Buffy? Absolument. Exemple. C'est intéressant parce que la misogynie est vachement plus traitée dans Angel. Ce qui est intéressant parce que c'est... Dans Buffy, on est sur une... Elle est bien sûr extrêmement présente parce que Buffy, même si elle pourrait paraître comme une version utopique où les femmes ont le pouvoir, en fait pas du tout. Pour moi, Buffy, c'est complètement ancré dans notre réel. Le fait que Buffy ait du pouvoir, c'est similaire à Cléopâtre a du pouvoir, à toute l'histoire, Marie-Antoinette a du pouvoir, à tout un tas de types de femmes à qui on accorde un certain type de pouvoir, mais dans des circonstances très limitées. Et en fait, du coup, c'est clair, c'est le Watcher's Guide, le Watcher's Council. Les observateurs, oui. On dit le cercle des observateurs en français. Parce que il y a ce truc qu'on découvre à la saison 7, qu'en fait, c'est une instrumentalisation. Enfin, en fait, ils ont objectifié une femme et ils ont décidé, en gros, qu'elle allait se battre pour eux parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se battre. Donc, du coup, et jusqu'à Buffy, on a l'impression, je pense que c'est pas vraiment le cas, bien sûr, mais dans le cadre de la série, on nous dit plus ou moins que jusqu'à Buffy, ben, les autres, c'est de la chair à canon, en fait. Et que un des trucs, enfin, ce qui est fascinant dans Buffy, c'est que c'est féministe de 3 façons différentes, Buffy. C'est féministe parce que ça remet en question les rôles genrés en intervertissant le genre des personnages de fiction classiques. Donc tous les personnages masculins ont des fonctions classiquement, narrativement féminines et vice versa. Donc ça c'est une première chose, ça vient bousculer du coup nos attentes par rapport à ça. La deuxième façon, c'est la façon dont le parcours émotionnel de Buffy est une déconstruction de sa misogynie internalisée. De la misogynie du système, mais aussi de la sienne, de elle-même, comment elle veut dans la saison 2, elle voudrait être une jolie jeune femme du 18e pour plaire à son mec, parce qu'elle a l'impression que pour être attractive, elle a besoin de ne plus avoir de pouvoir. Enfin, on est dans la déconstruction, et puis et c'est vraiment, c'est entre elle et le système. C'est un petit peu elle, un peu le système, un petit peu elle, un petit peu le système. Damn it! La troisième façon, c'est la façon dont il gère l'autorité en dehors des
modèles patriarcaux, classiques, pyramidaux, même si elle-même retombe régulièrement dans le panneau de vouloir... Moi, je m'étais tellement convaincu que c'était tellement féministe et qu'elle est tellement dans un monde utopique que, effectivement, il y a plein de choses que je n'avais pas perçues. Effectivement, le rapport aux observateurs, que tu as très bien dit, dont ce qu'on voit dans la saison 7, qu'ils ont littéralement attaché une femme à des chaînes pour lui obliger qu'un pouvoir sombre et démoniaque rentre en elle pour pouvoir l'instrumentaliser. Et puis, j'ai pas remarqué des petits détails comme dans l'épisode... Kendra, tu vois comment Kendra elle a été élevée, tu te dis... Ok, elles sont pas super libérées, les Trudge. Puis dans l'épisode Anne, où quand Buffy est à Los Angeles, où il y a un mec qui la siffle, et je crois peut-être lui mettre lui main aux fesses quand elle est dans le bar et qu'elle sert, où elle se retient, 2-3 répliques de Xander, pareil dans la saison 3. Et genre, il y a quand même plein de moments où effectivement, il y avait des moments où même tout le groupe de, évidemment Parker, mais même le groupe de Riley et ses copains qui, quand ils voient Buffy pour la première fois, font des remarques qui sont pas atroces, mais tu sens quand même qu'il y a quelque chose. Mais ça, pour moi, alors, de misogynie ordinaire. C'est très intéressant parce que pour moi, ça, c'est pas de la misogynie ordinaire et c'est un peu un des trucs qui est problématique dans le traitement de choses qui sont tellement ancrées dans notre culture. C'est que la sexualisation n'est pas toujours misogyne. Comme on sexualise des gens masculins. La sexualisation, mais il y a un moment donné aussi, je pense c'est intéressant parce que la façon dont, par exemple, Riley ou le troisième Forrest en parle n'est pas la même chose que la façon dont ils sont trois, je ne me rappelle plus du nom du. Graham, c'est Graham et Forrest. Exactement, donc Graham en parle et la façon, c'est intéressant. Et justement, c'est intéressant, comme il y a trois hommes différents, ils n'ont pas la même façon. C'est Forrest qui est un peu lourd du groupe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc autour de la sexualisation et du désir. Je veux dire, t'écoutes des nanas parler sur des mecs qui passent. Il se trouve qu'on n'a pas la même dynamique de pouvoir, donc ça peut être moins choquant. Mais voilà, je veux dire, ils ont perdu toute la garde-robe de Spike pendant la saison 6 quand même. En termes d'objectification des corps. Mais c'est très intéressant. Ce que je trouve intéressant surtout, c'est que Buffy n'est pas une proposition utopique. C'est plus comme si elle venait bousculer ce qu'on imaginait qu'était notre réalité. J'avais longtemps l'impression que c'était une proposition utopique, même sur la question de l'homosexualité, où pour le coup, justement, je trouve que Willow Kennedy traitait avec beaucoup, à aucun moment elles sont stigmatisées en étant lesbiennes, mais il y a quand même cette métaphore de l'épisode Family, où il y a quand même une compréhension encore plus justement sur les femmes, où justement comment ils arrivent à garder le pouvoir sur les femmes en leur faisant croire qu'elles vont se changer en démons et qu'effectivement je m'étais jamais rendu compte à quel point finalement j'avais tellement projeté, c'était tellement à l'époque c'était le discours nouveau aussi. Et différent et que j'avais tellement vu le côté féministe qui était tellement nouveau que j'en avais presque oublié que dans la série la misogynie existait et était traitée de différentes façons. Mais ce que du coup pour moi ce que la série dit c'est que le féminisme, que les femmes sont fortes dans le vrai monde en fait. Et justement pas dans une version où elles ont des pouvoirs extraordinaires. Que de toute façon, la force, les pouvoirs de Buffy, c'est des pouvoirs de responsabilité. Et on en parlait dans les réponses qu'on faisait la dernière fois et tout, qu'il y a un truc sur la surresponsabilisation des femmes et la sous-responsabilisation des hommes. Où en fait, tout Buffy n'est que métaphore de la réelle problématique. Parce qu'en plus, je vais vous dire, s'il y avait une tarte à la crème dans la vie, c'est qu'on vous dit, ah mais les femmes sont tellement fortes. Ah mais tu comprends, pour les hommes, c'est tellement dur, ils sont tellement susceptibles, faut pas trop leur... Du coup, en fait, la métaphore que c'est qui a le pouvoir, c'est qui protège, c'est qui va au charbon toutes les nuits, c'est qui fait le truc de la routine, de patrouiller, de vérifier que tout va bien. C'est les meufs, dans la culture aussi. Quelque part, il met à jour, j'ai jamais pensé comme ça, bienvenue sur ma 30e année de fanitude de Buffy. Buffy thérapie. Je suis pas à 30 ans, mais Buffy psy. non, mais pas Buffy psy seulement, mais surtout comment tu redécouvres des trucs. En parlant, tu découvres. Tu découvres des aspects de Buffy même, et de dire, mais en fait, c'est ça met en fait la métaphore de Buffy. Ce que je pensais sur tous les démons et ce truc, mais en fait, c'est vrai que le pouvoir même de Buffy, la métaphore du pouvoir de Buffy, mais ça pour le coup on l'avait déjà dit, mais l'idée, j'avais jamais pensé au fait de la patrouille, la personne qui se retombe sur la responsabilité, c'est la faute de qui? C'est la faute de maman, c'est qui va à la guerre pour mourir et c'est qui reste à la maison pour devoir gérer la merde? C'est maman. Ce truc-là qui heureusement évolue de plein de façons parce qu'on est à un point de la société où on peut évoluer aussi, mais en fait que tout ça n'est pas une projection utopique, mais en fait une représentation métaphorique, je vais penser à autre chose, une parabole de la réalité des hommes et des femmes et du poids de responsabilité ressenti par les adolescentes aussi par rapport aux mecs adolescents, qui est pas du tout le même délire. Où t'es adolescente, on dit alors attention, donc les mecs vont vouloir coucher avec toi, les machins, je parle trop. Continue. Maintenant, à Yael de me poser une question sur Buffy. Alors, dans cet épisode final, c'était important pour moi de poser des questions digérantes, globalisantes. Et du coup, voilà. Partons du principe que pour une raison mystérieuse, quelqu'un t'a jeté un sort, je ne sais quoi, tu te retrouves à avoir... Non.
Pourquoi être négatif tout de suite? Tu te retrouves à avoir une conversation avec Joss Whedon où qui est une conversation pour vous, juste pour vous, un moment privilégié où tu sais qu'il est complètement lui-même, vulnérable, honnête, ouvert, qu'il est content d'avoir cette conversation, qu'il a envie qu'il est curieux de ce que tu veux savoir, voilà. Quelle est la chose que tu voudrais lui demander avant toute chose? Quel est le truc que tu dis, si je pouvais avoir une conversation, de quoi j'ai vraiment envie de parler avec Joss, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir, qu'est-ce que j'ai envie de lui demander, surtout, pas de lui demander pour une question spécifique, mais de quoi j'ai envie de discuter, sur quoi j'ai envie d'échanger avec lui. Go! Alors c'est marrant parce que je me suis déjà posé cette question-là avec Charisma Carpenter, mais pas avec Joss Whedon, déjà parce que je pense que l'idée de rencontrer Charisma m'est plus accessible, donc j'imagine plus facilement de dire si un jour j'ai l'opportunité. Elle fait beaucoup de conventions, elle est à l'idée plus accessible. En ce qui concerne Whedon, c'est marrant parce que c'est quelque chose tellement pour moi un peu inaccessible. Déjà, on en a parlé souvent, mais quand je l'ai rencontré grâce par ton biais, quand tu as été traductrice, j'ai posé une question, il n'a rien compris. Donc l'échange était un peu particulier, donc je préfère dire, écoute, des fois il faut rester loin de ses idoles. Mais c'est compliqué. Déjà, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, automatiquement, j'aurais un biais cognitif à vouloir un peu rentrer là-dedans. Déjà, lui dire merci. Merci pour Buffy, merci pour Angel, merci de m'avoir donné envie d'écrire. Enfin, j'avais déjà envie d'écrire, mais d'avoir envie d'aller plus loin dans ma façon d'écrire. Merci de m'avoir montré ce qu'on pouvait faire, de montrer les alternatives, montrer qu'on pouvait proposer autre chose, dans un moment où il n'y avait pas de femmes comme ça à la télévision, d'avoir fait cette proposition. Comme moi, maintenant, j'ai pu faire ça avec Fusion Man pour le comics. Donc d'avoir un peu montré la voie, lui dire merci d'avoir montré cette voie-là, merci de m'avoir fait du bien pour mon adolescence, ça m'a fait du mal aussi, la saison 6 m'a pas fait que du bien, mais j'avais pile c'est le pire moment de mon adolescence, c'était la saison de Buffy la plus difficile, et au lieu de me dire ça me fait plaisir qu'on héroïne traverse quelque chose comme moi, je me suis dit mon Dieu, le monde a plus d'espoir et c'est terrible. Mais voilà, je pense que il y aurait beaucoup de ça. J'aurais envie d'échanger sur ça, justement sur ça. Donc en fait, réellement, déjà sur son processus d'écriture, je trouve que ça manque d'interview vraiment sur le mécanisme, sur vraiment juste un cours en fait de comment t'écris, même comme tu dis, même s'il n'y a pas de technique, même s'il n'y a pas forcément une technique, une façon de faire, un processus évident, mais juste comment les choses passent. Une fois, j'avais lu qu'il n'avait pas d'idée pour la saison 2 d'Angel, il ne savait pas ce qu'il voulait faire, et ils ont été sur la plage avec David Greenwalt et je sais plus quel troisième scénariste, et ils sont baladés tous les trois sur la plage à Los Angeles, et ils ont eu des idées. Comme ça, on peut se dire, mince, on a mis ça en place, qu'est-ce qui va se passer? Ils auraient essayé de trouver plein d'idées cohérentes, juste en partant là-dessus. Donc, voilà. Mais ouais. Processus créatif. Le processus créatif et lui dire, peu importe ce que tu as fait à d'autres gens, merci pour moi, merci. Tu vois, c'est rigolo parce que complètement d'accord. Après, je pense que j'aurais imaginé que tu aurais envie de demander, mais c'est rigolo que tu t'autorises même pas à le faire. Tu vois, genre, peu importe ce que tu as fait d'autres gens. On revient sur le truc où des fois, quand on parle, j'ai l'impression que tu as une vision... Je cherche le mot, mais en gros que tu vois, que t'es moins dans le côté de l'expérience change la nature des choses telles qu'on les voit d'une façon ou d'une autre. Elles sont pas la même chose de toutes les différentes perspectives, qui est vraiment moi ce que je pense. Enfin, fondamentalement, j'en sais rien, mais fondamentalement, et mon intuition m'a généralement porté conseil toute ma vie. Y compris sur des gens que je connais pas, des artistes, le nombre d'artistes où j'étais j'aime bien, et 25 ans plus tard, en fait c'est des artistes qui continuent à être importants. Mon intuition jusque-là me fait rarement défaut. J'ai rarement eu le cas de j'adorais ce mec, en fait c'est un connard. Ça m'est très peu arrivé, mais c'est que mon intuition. J'ai pas d'infos concrètes. Mais pour moi, je n'imagine pas Joss jamais avoir été cruel en se rendant compte qu'il était cruel dans le moment. Ou sans essayer de le réparer. Moi, je prends pas trop de position, effectivement, en n'ayant pas été... Je prends pas de position, c'est juste dans ma tête. Je vous le dis dans ma tête. Attention, surtout qu'à l'époque, on avait déjà parlé et que je te disais, je pense que le producteur dont parle Charisma Carpenter, c'est Joss Whedon. Tu m'avais dit non, je pense pas, pour moi, c'est pas lui, il était pas là. Ouais. Donc, il y avait déjà, j'essaie vraiment de me dire, on a notre biais cognitif à nous qui est qu'on l'aime beaucoup et qu'on a envie de continuer. I disagree with that though. Enfin, ça c'est toi. Moi, je dis pas ça parce que j'ai mon biais cognitif, parce que je l'aime bien. Je refuse. Mais voilà. Mais voilà, j'estime que tant qu'on n'a pas, encore une fois, on en parlait hors caméra, mais malheureusement, on n'a pas d'éléments assez concrets. Il y a des fois des témoignages très clairs sur ce qui s'est passé dans les coulisses de certaines séries et films. Là, tout est flou et abstrait, donc tout le monde projette un peu ce qu'il veut. Et c'est pour ça aussi que quand je dis le mal qu'il a pu faire certaines personnes, je ne parle pas forcément du mal volontaire ou intentionnel, mais et surtout des gens qui en parlent en fait. Je parle même peut-être des fans qui vivent mal cette expérience-là. Peu importe ce qui en est contenu, c'est-à-dire que chacun vit la chose comme ça se passe, et qu'en fait, effectivement, dans les gens qu'on a reçus, que ce soit Juliette ou Marion ou Fabien, etc.,
que certaines personnes ont vécu cette histoire-là, peu importe le contenu, de façon plus ou moins bien, et que de toute façon, ce qui s'est passé en coulisses a malheureusement des conséquences sur nous, qu'on le veuille ou non, et à chacun avec notre ressenti, un ressenti différent, avec une façon de projeter différente, parce qu'encore une fois, la plupart des déclarations sont encore malheureusement très abstraites. Je veux dire 2 choses. 1, toutes les autres séries où ils ont craché sur tout le monde, c'est très, je trouve ça très abstrait aussi en fait. Parce qu'on est souvent sur une perspective, on est sur un type de jugement. Je dis pas qu'une fois oui, de mais plus, par exemple... l'expérience individuelle est plus claire. Oui, mais je veux juste... oui, mais justement, je trouve qu'elle porte à confusion. Et en général, au-delà de toute la question de spécifiquement de Hollywood et de tout ça, en général, on a une conversation beaucoup trop factuelle sur ces choses-là, alors que l'expérience et l'émotionnel est mais au moins, extrêmement important. Quand on dit ce qui s'est passé sur Lost ou sur les frères Scott, One Free Hill, au moins on a des éléments. La personne qui témoigne dit au moins son expérience à elle. Absolument. Après, mais je pense ça donne pas tout. Oui, ça donne pas tous les. Je pense qu'au final, ça fait la même chose en termes de digestion des médias et des fans. Pour moi, en tout cas, pour avoir passé du temps à lire ces trucs-là, je trouve que ça a le même effet parce qu'on reste sur un truc où on a l'impression que la réalité est simple alors qu'en fait... ça évite quand même ce que certaines personnes s'imaginent, que peut-être que Joss a violé ou été un comportement sexuellement problématique. J'ai eu des stagiaires qui ont imaginé ça, qui n'ont pas lu, qui ont dit bah, on sait ça. Et puis non, on ne sait pas, personne n'a jamais dit ça. Donc quand même, le fait quand même de dire les choses clairement. Absolument. Après, ils disent pas les trucs clairement sur Twitter non plus. Parce que j'aime Joss Whedon, je ne suis pas biaisée positivement. Au contraire, comme tu le sais, quand j'aime les gens, j'ai des exigences extrêmement hautes, j'ai des attentes extrêmement hautes, y compris des artistes que je ne vais jamais rencontrer dans ma vie. Je ne suis pas du tout positivement biaisée vis-à-vis de Whedon parce que je l'aime bien. Parce que je l'aime, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir. Et quand je dis ce que je dis, c'est parce que c'est... Alors j'ai peut-être tort, mais en tout cas, c'est pas basé sur « Oh, je veux pas regarder parce que je l'aime tellement et je... » Non. Parce que je l'aime tellement, je regarde encore plus et je... Voilà. Après, moi j'aurais pensé que tu lui demandé juste, vu clairement ton inconfort avec l'autorité et la narrative autour de toi, comment tu veux gérer l'autorité? Non, parce que ça c'est une vraie question qu'on se pose dans la vie. Comment être un bon leader? Non, mais en vrai, franchement, je le reste vraiment, je lui dirais tout ce qu'il a fait, qui m'a plu, qui m'a touché, qui m'a fait du bien dans tout Buffy. Je lui dirais également, please, s'il vous plaît, revenez, please come back et faites quelque chose dans le monde actuel. On a besoin de quelque chose. Moi, j'ai adoré The Nevers, malgré tous les petites défauts que ça peut avoir. Je trouve ça génial et j'aurais voulu que ça continue. Et dernier truc que je lui dirais, par contre, il faut bien un petit truc négatif. J'aurais dit, pourquoi Cordelia n'est pas dans la saison 5 d'Angel? Elle aurait dû revenir dans Your Welcome et rester jusqu'au bout. Voilà. Je peux répondre à ça? Non, pas non, c'est la saison 5. Tu vas me poser une question sur la saison 5? Oui. Oh, please ask that question. Ok. En tout cas, tout ça pour dire que c'est hyper... je pense qu'on a besoin de parler, d'avoir ces conversations-là pour de vrai. Et d'aller jusqu'au bout du truc et pas de rester dans le... Oui, bon, c'est vrai qu'on sait que peut-être si, parce que on en a besoin. Mais même, quelque part, on s'en fout de Joss. C'est pour nous, c'est notre rapport à nous-mêmes qui est important et aux autres et aux gens avec qui on va interagir. Et qu'en se posant les bonnes questions, on peut être des meilleures personnes potentiellement. Et voilà. That's it. Retour sur Angel maintenant avec la saison 5 d'Angel en série et la saison 6 Angel After the Fall en comics. Donc je vais commencer par te poser une question sur la saison 5 d'Angel et ma question est la suivante. Penses-tu que l'arrivée de Spike dans la saison 5 d'Angel est un retour pertinent? Oui. Ah, c'est tellement bien Spike. Alors, Spike saison 5. Alors attention, Spike saison 5, c'est une saison que j'adore. Et pour le coup, j'ai presque envie... Enfin, t'as dit oui toi aussi? Je dis pas moi. Ah, pas toi, d'accord. Non, parce que c'est une saison que j'adore. En plus, c'est une saison que j'ai regardée vraiment semaine après semaine. Buffy n'était plus là. Donc, toute ma semaine était centrée sur la diffusion américaine et ma récupération de l'épisode. Et j'ai failli mourir dans l'hiatus entre l'épisode 8 et l'épisode 9 qui a duré des semaines. Et j'étais là, non, ils peuvent pas me laisser avec un cliffhanger comme ça pendant des semaines. C'est l'Incel Cliffhanger, pour ceux qui l'ont vu. Donc, presque, il n'y en a pas assez. J'ai envie d'encore plus d'épisodes, j'ai envie de plus de choses. Pourquoi est-ce que c'est génial que Spike soit là? Parce que James Marsters est un acteur fabuleux et il fait monter d'un cran le jeu de tout le monde. Il fait monter de 2 crans le jeu de David Boreanaz. C'est impressionnant. David Boreanaz n'a jamais été aussi bon que dans cette saison-là et c'est parce que James Marsters est à côté de lui. C'est sûr. C'est un acteur de théâtre, il comprend comment... Enfin,
presque intuitivement, il comprend. Voilà. Donc ça, fantastique. 2, le côté qu'en fait, Angel et Spike, c'est des frères. C'est pas des ennemis, c'est pas des rivaux, c'est des frères. Et que du coup, c'est facile de penser à un truc quand t'es pas loin, mais quand t'es tous les jours avec la personne, il y a un truc qui se crée. Il y a un truc qui ressort et tu réalises la profondeur de leur relation. Et du coup, il y a plein de couleurs des deux personnages qui sortent. Et du coup, tout le côté un peu genre redondant, lui aussi il a une âme. Bah en fait, tout d'un coup, ça prend toute une autre dimension. Et dans l'exploration de la masculinité, c'est totalement passionnant. On reproche beaucoup à Angel pour plein de raisons dans la saison 5, de façon logique, qu'il y ait de moins en moins de femmes et à un moment, il n'y a plus de femmes. Sauf qu'en réalité, c'est aussi la saison 5 tellement une exploration de la masculinité et des travers de la masculinité. Et la troisième raison, c'était parce que... Non, mais c'est parce que thématiquement, par rapport à l'arc de la saison, ça permet de créer un contrepoids avec Angel et je trouve ça... Et son choix de Wolfram and Hart, et ça, je trouve ça passionnant. Et c'est pour ça que Cordelia ne peut pas être là après You're Welcome, parce que pour voir comment les mecs, ils sont cons quand ils sont tout seuls. Cons dans le sens, mais les nanas aussi. Enfin, l'idée de juste de s'isoler et d'avoir une one-track mind avec une vision de contrôle du truc, ben en fait, ça t'amène... Mais pour moi, comme la série, hein, je regarde Angel pour Cordelia depuis la saison 1. Comme j'ai adoré la saison 1, non, mais là, je suis d'accord. Je suis rentré dans la série par elle, vraiment elle est plus là, moi je vois une espèce de série dérivée où il n'y a plus le personnage principal. Je suis là, hein? Je comprends. Que se passe-t-il? Bah, moi, je vais te dire, j'ai le truc au problème, parce que pour moi, tout l'arc d'Angel est lié à Cordelia, donc du coup, aussi, c'est... Mais en fait, du coup, ça marche parce que justement, son absence crée quelque chose qui provoque ce qui a besoin de se provoquer. Mais encore, une fois que son absence est à peu près traitée, ça va. Comme il savait pas avant l'épisode de Welcome s'ils allaient la faire revenir, parce que Welcome à la base avait été écrit pour le retour de Buffy pour Sarah Michelle Gellar. Et bah en fait, c'est très bizarre parce qu'ils en parlent rapidement dans le premier, et puis elle n'est plus jamais citée pendant tous ces épisodes-là. Et là, pour le coup, j'étais un peu perturbé, mais est-ce qu'elle va revenir, pas revenir, pourquoi elle est là? Alors qu'au moins une fois qu'elle est vraiment morte, elle est citée quand Illyria meurt, elle est citée dans l'épisode avant le final parce qu'ils ont réussi à lui donner un petit rôle puisqu'elle a refilé les visions à Angel et que donc Angel peut vaincre Wolfram et Hart un peu grâce à elle. Mais j'avoue que les 10 premiers ont été très 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 douloureux pour moi. J'étais vraiment accroché à mon salaire de dire. Je comprends, et en même temps c'est rigolo parce que du coup tu as mélangé deux trucs, tu as dit parce qu'ils ont disait ça, ils ont fait ça et du coup ça fait ça. Pour moi il y a vraiment deux lectures séparées. Il y a la lecture processus créatif, production, et la lecture, le texte. Et du coup quand tu confonds les deux, quand tu mélanges les deux, parce que pour moi, l'un est la conséquence de l'autre. Oui, mais sauf que du coup, quand tu mélanges les deux dans l'analyse, du coup, en fait, tu t'empêches toi-même aussi de pouvoir complètement... Enfin, tu t'empêches toi-même. Quelqu'un s'empêcherait, c'est pas toi spécifiquement. Mais tu vois, je trouve que mélanger les deux, à plein de moments, c'est pertinent. Mais là, dans ce cas-là... Oui, parce que je l'ai senti. C'est parce que je sais, à l'époque, il y avait peu d'informations. Non, mais c'était ton expérience de effectivement, en le voyant, je me suis dit, comment ça se fait que j'ai ressenti là? Et je me suis dit, il y a un truc qui pour moi cloche, et c'est parce qu'il se passe des choses en coulisses. Mais sauf que pour moi, c'est pas... Pour moi, des conséquences sont mon ressenti. Oui, mais c'est comme ça que je l'ai senti. Oui, voilà. Mais pour moi, du coup, mon ressenti était très différent. Mon ressenti, c'était Everything is about Spike. Donc, tout le premier épisode de la saison 5, j'étais là, où est Spike? On m'avait dit qu'il y aurait Spike, il n'y a pas Spike, je vais mourir. Dernière image, Spike est là, et je suis là, really? Mon autre problème aussi, c'est qu'en plus, moi, j'en avais eu marre. Je faisais partie des gens qui, à l'époque, en avaient eu marre de la présence trop envahissante pour moi de Spike dans la saison 7 de Buffy. Donc en plus, le ramener dans Angel, c'est là. Il était pas assez dans la saison 7. Moi, je trouvais qu'il était dans pas assez de scènes. Et du coup, tout l'épisode de la saison 5, c'était vraiment genre, où est Spike? Moi, j'ai fait une Spike overdose. À un moment donné, j'étais là. Alors, je suis très content qu'il soit là dans toute la dernière ligne droite. Je trouve qu'il est génial du son de You're Welcome à la fin. Mais il y a eu un moment, j'étais là. Alors que moi, tout le début de la saison, tout le moment où il est fantôme, tout le moment avec l'amitié avec Fred, le rapport avec tout le monde, comment il crée des choses chez les gens, il fait provoquer. En plus, c'est terrible parce que tu vois, la saison 7, plus je la revois, plus je l'étudie, plus je l'aime de Buffy. La saison 5, j'avais bien aimé la première fois sans l'adorer, et plus je la revois, moins je l'aime. C'est hyper frustrant parce que c'est la seule chose qu'il y a au-delà de la saison 7 de Buffy qui, pour moi, avoir une porte d'entrée dans l'univers. Et plus je la vois, moins je l'aime. En plus, c'est la fin, littéralement, du Buffyverse à la télévision, avant les comics, avant les livres, etc. Donc moi, ça me rend hyper triste de me dire, ça se termine, même si j'aime beaucoup Not Fade Away, le final, beaucoup de gens disent c'est un cliffhanger, moi je comprends tout à fait la fin ouverte. Mais même... Moi, j'aime pas trop le 21. Je trouve que le 21, c'est... Oui, mais c'est comme toujours Whedon, quand il est annulé, il décide de sacrifier l'avant-dernier pour faire un final réussi. C'était pareil dans Dollhouse. Il y a toujours un moment donné où il sacrifie un épisode pour avoir un super final. Mais il a raison, hein, mais c'est juste que le 20, c'est un des grands moments de télévision de ma vie. Le 20 qui se passe en Italie, je pense que j'ai rarement autant ri de mon existence. Même les marionnettes. Même les marionnettes, je trouvais ça ok, mais j'ai jamais... Le fait que tout le monde se palue sur cet épisode, j'ai toujours fait genre...
Ouais. Et Hole in the World, pareil, la mort de... Moi j'adore Chase, j'adore ce J'ai film. fini par trouver que c'était un peu une espèce de... Lui, il critiquait beaucoup le torture porn, je trouve que c'est un peu un emotional porn, genre on va vous montrer Fred mourir et agoniser Bah pendant après, il y a tout le une truc. demi-heure. Je suis là, J'ai déjà dit tout ce truc que ma lecture de la saison 5, c'est Joss après l'annulation de Firefly en fait. C'est comment il sent avec le système et donc il n'est que colère et destruction. Et c'est pour ça que la saison nous fait mal parce qu'il a mal et qu'il dit c'est ça que fait le système détruit tout ce qui est beau, tout ce qui est... Par contre j'ai vu un truc, ah oui t'as dit un truc dans une vidéo récemment sur le fait que Lorne était amoureux de Fred et je suis désolée, je ne suis absolument pas d'accord avec cette lecture. Il dit I love that girl, ce qui veut absolument pas dire, enfin selon moi, ne veut pas dire qu'il est amoureux. I love that girl, c'est un terme que tu utilises en anglais sans du coup dire in love. Pour toi, il est amoureux de Fred. Pour moi, il est gay. Hein. Enfin, il est gay. Pour moi, il est open. Pour moi, c'est open bar. Lorne, il est tout ce qu'il a envie d'être. Mais à aucun moment, il est amoureux de Fred. Pour moi, Fred, il la voit comme une petite sœur, justement très chaste. Moi, c'était décidé à la VF ou dans la VF, littéralement, je l'aimais. Enfin, oui, mais pareil, enfin, moi, je t'aime, je ne suis pas amoureuse de toi, je dois te l'avouer. Oui, mais la façon dont tu as une face, je sais pas, à revoir, Mais non, mais tu sais quoi, je me rappelle qu'on s'est pris la tête sur les forums à l'époque, donc les gens n'étaient pas d'accord, et moi, pour moi, c'est évident qu'il n'est pas amoureux d'elle, quoi. Enfin, ça paraît complètement comme tu dis, ça sort de nulle part, parce que c'est une surinterprétation, tu sais, c'est comme tous les gens qui ont décidé que quand il récupérait son âme, Spike, c'était une punition. Et c'est pas dans le texte, mais ils ont décidé que c'était comme ça, et du coup, après, t'es là, bah en fait, non, les gars, toutes vos projections sur le texte n'est pas toujours la réalité. Y compris les miennes. Et donc maintenant, Yael, c'est toi qui vas me poser une question sur la suite en comics d'Angel, Angel After the Fall. Alors, c'est rigolo parce que tu pensais pas que je l'avais lu. Et en fait, si, je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé. Et elle est très importante pour moi, j'y pense souvent. Et donc, du coup, j'ai envie de te demander... c'est un peu le truc où je dis ce que moi je pense et je lui dis t'es d'accord mais plus ou moins parce que je vais te laisser vraiment de l'espace de dire. Mais en gros, pour moi, la saison 8 de Buffy est passionnante, mais c'est autre chose. Ça ouvre vers d'autres horizons. Alors que pour moi, pour moi, la saison 6 de Angel en comics fait partie intégrante de la façon auquel je pense. Et d'ailleurs, quand j'essaie de convaincre les gens de lire After the Fall, parce que pour moi, il y a des éléments passionnants sur tous les personnages que je trouve importants et pour tous les arcs émotionnels. Et donc, du coup, pour moi, ça fait partie intégrante de la série. Vu ce que tu viens de nous dire sur la saison 5, c'est intéressant de voir. Est-ce que toi, c'est quoi ton positionnement par rapport à After the Fall, par rapport à ça, notamment en termes de, est-ce que c'est un autre truc ou est-ce que pour toi, ça fait écho au reste de la série, dans ton expérience des personnages, tu vois? Je dirais non, parce que je trouve que Angel fonctionne très bien et je trouve que le final est très satisfaisant, chaque moment de personnage, que signifie la fin et c'est un peu une forme de schizophrénie émotionnelle à ce niveau-là. Parce que je suis très 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 content qu'il y ait une suite de Buffy, qui est en plus la suite de Buffy. Dark Horse a fait le travail d'accepter de prendre ce qui se passe dans Angel en continuité, surtout que Angel fait aussi partie de la suite de Buffy, sans trop en révéler, mais ce qui fait qu'à un moment donné, il fallait bien voir comment on alliait les choses. Donc en fait, les choses, c'est Angel, c'est Buffy saison 7, puis Angel saison 5, puis After the Fall, puis Buffy saison 8, dans l'ordre. Et que mon mémoire, en fait, ce qui est marrant, c'est que d'un côté, j'aime l'idée qu'on ne sait pas ce qui leur arrive à la fin de la saison 5. Peut-être qu'ils meurent, peut-être qu'ils meurent pas, peut-être qu'ils continuent à se battre. Et finalement, la saison 6, After the Fall, donne des réponses, évidemment, très spécifiques à ce qui se passe et ce qui se passe pas. Donc d'un côté, je suis très content que ça existe parce que j'adore ce qui se passe dans la suite. Et en même temps, j'aime tellement cette forme ouverte que des fois, je n'arrive pas à savoir à quel point c'est pour moi canonique dans la continuité ou pas. Mais je trouve que c'est intéressant. Pour moi, la suite est intéressante tout simplement pour les nouveaux arcs narratifs qui avaient été ouverts dans la 5, qui avaient été abrégés, c'est-à-dire Illyria Fred, qui pour moi, Illyria fait la saison, aussi bien After the Fall, qui est donc ce que Whedon avait prévu pour une éventuelle saison 6 d'Angel, que pour tout ce qui a été fait dans la continuité, parce qu'après ils ont continué à IDW, a continué à faire d'autres comics qui sont une forme de saison un peu 7, 8, 9, et Illyria a eu plein de crossovers, plein de BD indépendantes. Et Fred aussi même finit par revenir dans une forme de personnalité moitié Fred, moitié Illyria, où elle partage le corps, qui était aussi prévu. Qui est dans After the Fall déjà, il y a les premiers. C'est des prémices, mais qui ont été après dans des comics, il y a eu Angel et Face et Angel tout seul qui sont arrivés plus tard. Et je trouve que tout l'arc d'Illyria est important, mais je trouve finalement que tout ce qui est Gunn, Connor, Wesley, tout ça est conclu, tout ça a obtenu une fin satisfaisante pour moi. Et que par contre, plein de choses
pouvaient continuer, et qui l'ont fait dans les comics, c'est savoir le rapport d'Angel. En fait, je trouve même, pour conclure, je trouve même qu'Angel, entre tout Buffy et tout Angel et After the Fall, on a fait un peu le tour. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est les 3 personnages autour de lui, Fred Illyria, Spike et Face. C'est rigolo parce que moi j'aime beaucoup ce qui se passe avec Gunn. J'aime beaucoup ce qui se passe avec Gunn. J'aime beaucoup l'idée de l'apocalypse sur Terre. Et pour le coup, je trouve que tu sens que la personne qui a écrit beaucoup After the Fall, c'est un fan de Cordelia. Et que même si elle n'est pas énormément... Enfin, l'idée de Cordelia est présente d'une façon le dragon. Le dragon, mais ensuite aussi l'apparition dans les issues 8-9, 9-10, un truc comme ça. Je trouve que ça donne du sens à plein de choses et ça ancre dans l'histoire. C'est un truc de narration, c'est que des fois tu racontes un truc en saison 4, mais qui du coup colore tout le reste. Et ça colore quelque chose dans le rapport, dans la présence de Cordelia, dans l'esprit de Angel, constamment en fait. C'est marrant parce qu'à l'époque, pourtant, ça pour moi c'était hyper réparateur. À l'époque, j'étais pourtant, c'est marrant, contre cette apparition, parce que pour le coup, à l'époque, j'avais adoré Your Welcome. Moi aussi j'adore Your Welcome. J'avais trouvé ça hyper satisfaisant et j'aimais l'idée que c'est vraiment la fin, conclusion. Et je comprenais ce que vous donnez à l'époque, on l'a conclu, il n'y a plus besoin de la... Il y avait une espèce de rapport très bizarre à Cordelia. C'est rigolo parce que moi, c'est le contraire. Moi, c'est parce qu'il ne voulait pas explorer ce qui s'était passé. Quand elle réapparaît comme ça, j'étais content du dragon, mais quand elle réapparaît comme ça rapidement dans 2 pages, 2-3 planches, comme ça, j'étais là, ah, mais j'aime pas trop, elle réapparaît à peine, et surtout, la fin de Your Welcome est très bien, pas besoin qu'elle revienne, alors que maintenant, a posteriori, sur la beauté de Buffy Angel, c'est que nos avis évoluent tellement, la série est différente, tellement elle accroche des sensibilités à différents âges, que j'ai fini par me dire, en fait, je suis très content qu'elle soit... C'est un pétard parce que c'est bientôt le jour de l'an. Pardon, excusez-moi, mais la réaction était tellement drôle. Ouf, ok. Let's go. Que j'étais très content finalement qu'elle revienne et que finalement qu'elle soit évoquée dans la suite, sinon j'aurais au contraire maintenant trouvé ça terrible qu'elle ne soit plus du tout citée. Bah, y a une phrase où en gros il dit que chaque fois qu'il ressent le vent, qu'en fait il la sent dans le vent. Qu'elle existe dans le vent, chaque fois qu'il sent le vent qui souffle, il pense à elle. Et du coup, moi, rien que pour cette phrase-là, je suis là. Merci, gars dont j'ai oublié le nom, mais qui a fait Spike Asylum et Spike à Vegas, que j'adore, pour avoir créé ce truc-là et du coup avoir donné du sens sur, enfin voilà, que tu le veuilles ou non, la relation la plus humaine et la plus voilà, qui a réparé Angel, c'est sa relation avec Cordelia, et du coup j'ai besoin qu'elle soit dans son cœur même si elle n'est pas dans sa vie. Je suis très curieux toujours un peu dans dans l'extrapolation de ce qui aurait dû, des interviews que j'avais lues, ça aurait été très très surprenant. Alors déjà effectivement en termes de personnage féminin, je sais pas trop qui l'aurait pu ramener, parce qu'à la base il voulait peut-être intégrer Eve et les gens détestaient Eve, donc il l'a totalement éliminé. Si d'ailleurs c'est ça qui est drôle, quand j'ai revu Angel pour la dernière fois, Eve que j'ai détesté 15 fois, et ben là je l'ai aimé. Première fois j'ai fait, en fait je l'aime bien, je sais pas ce qui s'est passé, mais le groupe, ça devait, donc Gunn aurait dû mourir à la fin, et ça aurait dû être Angel, Spike, Illyria, donc il aurait quand même eu un personnage féminin, Illyria Fred, qui aurait finalement campé 2 personnages à elle toute seule et été le personnage féminin, le double, une présence importante, et ils ont renégocié Seth Green, Oz, très surprenant dans Angel, il est apparu dès le début, mais quand même, après, ça aurait dû être cette espèce d'entité au sein de l'Apocalypse. Comme dans la première partie, on va parler donc évidemment de Buffy, quelques petites surprises. Quelque chose qui était assez important, c'était voilà, Buffy, comme vous sûrement, a eu des conséquences aussi sur notre entourage. On a essayé de convaincre nos amis, parfois, pour certains je sais beaucoup, des frères et sœurs, des compagnes, des compagnons à regarder Buffy, à partager Buffy. Mais quand on est ado ou un peu plus âgé et qu'on grandit avec Buffy, il y a des personnes impactées malgré elles, ce sont nos parents et en l'occurrence nos mamans respectives. Ta maman Dan Simkovitch, ma maman Dominique Alphen, qui malheureusement l'une comme l'autre ne sont plus avec nous, moi depuis 2016 et toi depuis 2020. Voilà, on a une petite pensée pour elle ce soir, et donc on voulait un petit peu, malgré voilà, le fait qu'elle nous manque à tous les deux beaucoup, quand même avoir une pensée, un sourire pour elle, en discutant... Qui ont subi la fanitude de Buffy. Exactement, en discutant un petit peu de la façon dont elles ont vécu notre amour respectif pour Buffy, avec tout un tas d'anecdotes. On va prendre chacun 2 minutes pour en parler. Alors Yael, c'est à toi. Quel est le rapport de ta maman, toi et Buffy? Ce qui est intéressant quand je parle de ma mère et de Buffy, c'est que, et je pense que c'est particulièrement intéressant en parallèle avec toi, c'est qu'on a 7 ans de différence, toi et moi. Ce qui veut dire que ça n'arrive pas au même moment de la vie
de famille, tu vois ce que je veux dire. Je dirais que si ma mère devait choisir, elle dirait qu'elle a beaucoup souffert de Lois et Clark parce que j'ai passé 3 ans de ma vie à rapprocher n'importe quelle thématique de... Parce que dans un épisode de Lois et Clark, ils font ça. Et dans un épisode de Lois et Clark, ah bah tu vois, ah, ça me fait rire, c'est comme cette blague qui est dans Lois et Clark. Voilà. Donc à un moment, ma mère, voilà. D'ailleurs, j'ai découvert pas longtemps avant sa mort qu'en fait, elle était mais moi j'adorais Lois et Clark. Mais elle m'avait tellement donné l'impression que je la saoulais. Buffy arrive à un moment, bah c'est simple, hein, Buffy arrive au début de mon amitié avec Marine, donc à partir de ce moment-là, je passe tout mon temps avec Marine. La première, Marine qui est derrière a dit oui. La première expérience de Buffy, c'est on zappe dans un Formule 1 à Toulouse avec ma mère et Marine. Et Marine dit ah c'est cool, c'est une série sur les vampires. Ma mère dit ah non j'aime pas les trucs qui font peur, change de chaîne. Quelque part c'est presque symbolique parce que ma mère aime pas les trucs qui font peur. Elle aime pas les trucs d'horreur, elle aime pas l'action. Elle parle bien anglais mais pas assez bien pour capter toutes les nuances de l'humour. Je trouve qu'en français c'est pas drôle. Donc du coup c'est très... Je parle de Buffy à ma mère pendant des années et des années mais elle ne regarde pas et finalement, je sais pas, il y a une dizaine d'années, elle a vu toute la saison 1 et ça lui a plu. Et j'avoue que j'ai toujours eu envie de continuer puis en fait ça s'est jamais fait. Mais c'est... Enfin, quand la personne qui, quelque part, est la personne la plus importante de ton existence, ma mère a toujours dit que ma vie, c'était dans mon thème astral, ma mère était astrologue, entre autres choses, que dans mon thème astral, c'était écrit qu'elle était le centre de ma vie, et ce sera toujours le cas, même si c'est pas de façon si toxique que j'imaginais quand elle me l'a dit la première fois. Et du coup, quand cette personne qui me connaît si bien, qui est tellement, dont la personnalité, les goûts, la vision du monde a tellement influencé ma vie, bah, j'aurais envie qu'elle connaisse mieux Buffy, qu'elle ne l'a fait, mais finalement qu'elle ait vu cette première saison et qu'elle ait apprécié cette saison, qu'il est si peu apprécié, ben ça me réconcilie un peu. Et bien entendu, du coup je suis désolée, alors ça fait plus de 2 minutes, mais il y a un moment fabuleux qui est que quand j'étais traductrice pour Joss Whedon à Paris, j'ai passé 2 heures avec dans le restaurant avec les gens de la distribution et lui, et après quand on a fait le Q&A, quand on est sorti, je connaissais, je sais pas, une trentaine de personnes qui étaient dans la salle, j'en suis très proche, des gens moins proches, il y avait David, et que tout le monde a fait coucou de loin, a fait signer des trucs, et la personne qui a réussi à parler à Joss Whedon, c'est ma mère, qui s'est mis dans son chemin. Moi je marchais à côté de lui, je marchais à reculons, on allait vers la porte de la sortie, il était entouré d'une foule, ma mère s'est mise dans son chemin et elle a fait comme ça, et du coup j'ai fait, en plus je pense que de toutes les personnes, Joss comprend le côté c'est ma mère, et donc je fais my mother, et Joss la regarde, lui tend la main, lui serre la main, et ma mère garde sa main, je suis sûre que j'ai déjà raconté cette histoire, mais on s'en fiche, et lui dit et elle venait de voir Much Ado About Nothing, et donc elle adore le film, la version de Kenneth Branagh de la pièce de Shakespeare, mais elle a adoré le film de Joss. Elle a adoré le film de Joss. Vraiment adoré, quoi. Et du coup, elle lui dit I don't love Buffy, mais en fait elle dit pas comme ça parce qu'elle dit un truc qui n'a pas de sens grammatical. Je me dis c'est bien ici que c'est pas grâce à ma mère que je parle anglais. Et elle dit I don't like Buffy, but I love this. Et ça l'a fait rire. Et elle a fait Better than Branagh, ce qui lui a fait plaisir aussi. Et donc, machin, après, elle a fini par lâcher sa main. Et on continue à marcher. Je dis à Joss, I'm so sorry about my mother. Et il fait, oh no, that was great. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Le jour de la cérémonie funéraire de ma mère, David était présent. Et il a dit un mot sur Buffy en disant à ma mère, tu savais bien qu'aujourd'hui aussi on parlerait de Buffy. Et c'est tellement moi, c'est tellement nous, c'est tellement quelque chose. Et puis la culture populaire et les histoires est tellement quelque chose d'important pour ma mère que de parler de choses que... Enfin, c'était merci d'avoir amené Buffy aussi dans ce moment indescriptible en termes de difficultés. Et donc, yeah. Donc, comme je disais, moi quand j'ai commencé à regarder Buffy, j'avais 17 ans et demi, j'allais avoir 18 ans, j'étais sur le point de quitter la maison. Toi, t'avais pas le même âge quand t'as commencé à regarder Buffy, donc je pense que la relation de ta mère avec ta fanitude de Buffy était un peu différente. Je sais pas si t'as commencé à 10-11 ans exactement, mais du coup, je suis curieuse de savoir comment ta mère voyait Buffy, voyait ton attachement à Buffy, et comment cette vision a potentiellement changé alors que tu devenais adulte. Et aussi peut-être au début, elle a dit « Oh mon Dieu, en fait c'est une maladie grave. Ah non, en fait c'est une super truc. » Ah voilà, je suis curieuse de qu'est-ce qu'elle en pensait, ou qu'est-ce qu'elle te disait qu'elle en pensait en tout cas. Bah moi effectivement quand Buffy a commencé j'avais 10 ans, j'ai commencé à vraiment être fan de la série à 12 ans.
parce que c'est passé par le fait que j'ai vu un film avec des loups-garous, le loup-garou de Paris, que je découvre qu'il y a des loups-garous dans Buffy, je me dis tiens, je vais regarder, et que le temps de voir Oz se changer en loup-garou, j'ai totalement adhéré à la narration, et donc je suis devenu fan. En gros, et j'avais déjà vu des épisodes avant, mais voilà, pas plus. Et en fait, c'est marrant parce que j'étais déjà très cinéphile, donc j'avais quelques affiches de films dans ma chambre et tout ça. Mais d'un seul coup, il y a eu un truc où, comme je disais, il y avait beaucoup de produits dérivés. On les a là dans l'autre émission, produits dérivés Buffy en France, sous beaucoup de magazines. Donc, mais mieux, on commençait à être très beaucoup d'affiches. Alors, beaucoup d'images, beaucoup de photos de Sarah Michelle Gellar. Donc, ma mère, évidemment, ne s'inquiète pas de ma sexualité. Elle s'est dit non, bah tout va bien. Il aime bien une jolie blonde. Erreur de débutant. Et donc, il y a effectivement plein de posters. Et c'est marrant parce que je me rappelle toujours d'un moment très particulier à la Maison de la Presse où j'achète un comics. Et le titre du comics, c'est vraiment le titre du comics, ça s'appelait La Dernière Folie, où c'est un épisode où Buffy achète une espèce de petite poupée qui devient une espèce de démon, et voilà, et toutes les poupées que tous les gens ont achetées deviennent une espèce de Chucky. Et en fait, c'est juste le titre du comics. Mais ma mère voit ça, et au moment où je tends le comics au libraire pour l'acheter, à la Maison de la Presse, ma mère dit ah oui, vraiment Buffy, elle pense que c'est un titre presque d'article, oui Buffy, quelle folie, c'est vraiment un truc, c'est vraiment quelque chose de dingue, ce phénomène incroyable. J'entends ta mère. Et la libraire est vraiment très un peu perturbée, genre oui, enfin moi je connais de nom mais à peine, parce qu'effectivement d'un point de vue cognitif pour ma mère, il y a des posters partout, j'en parle tout le temps, il y a quand même beaucoup de produits de magazines quand même en presse, donc elle a l'impression qu'effectivement Buffy c'est devenu comme les Beatles à l'époque ou les boys band entre temps, ou Titanic, et DiCaprio, et donc c'était marrant parce qu'elle avait une espèce d'interrogation un peu sur le pourquoi du comment. Et c'est grâce à ça que j'ai rencontré ma meilleure amie Juliette, que vous avez vu donc dans une émission précédente, et on commence à avoir une relation très fusionnelle. Donc pour ma mère, je suis hétéro, hein, j'ai les posters de Buffy et j'ai cette espèce de flirt avec Juliette parce que je passe tous les soirs au téléphone avec elle. Donc elle se dit bah oui, il y a quelque chose. Sauf qu'en fait, je passe tous les soirs au téléphone avec Juliette, et quand je dis vraiment tous les soirs, c'est tous les soirs. Quand j'étais chez moi, c'était au téléphone que j'avais chez moi, donc ma mère était folle à l'époque, hein, c'était des fixes, on n'avait pas de téléphone portable, donc plus personne ne pouvait appeler pendant 2 heures, et je dis vraiment 2 heures. On passait notre temps à décrypter Buffy tous les soirs pendant 2 heures, et également, une fois que j'étais au lycée à l'internat, j'avais une carte téléphonique, je la glissais dedans, j'appelais, tu dis c'est moi, et voilà, elle me rappelait, comme ça au moins je payais pas d'unité parce qu'elle avait une carte France Télécom que ta mère payait non, où elle voyait les... Et comme ça, non, justement, et comme ça, Juliette pouvait rappeler que pour elle, c'était dans le forfait fixe à l'époque, c'était pas payant, je perdais pas d'unité. Et on parlait de Buffy pendant des heures, donc la perception de ma mère était particulière parce qu'elle avait l'impression que c'était un truc beaucoup plus grand que ce n'était. J'avais quand même une obsession pour le rendez-vous de la trilogie du samedi soir qui était un peu problématique, c'est-à-dire vraiment il fallait que le samedi soir on soit à la maison, et j'ai fait la gueule une ou 2 fois, on était invité chez des amis à elle, et il y avait Buffy, et j'ai fait la tronche toute la soirée parce que je loupais l'épisode de Buffy et que j'étais dégoûté. Mes grands-parents avaient Série Club, donc quand j'ai découvert que Buffy était sur Série Club, en plus en VO sous-titré, pareil, j'empêchais mes grands-parents de regarder leur programme pour regarder Buffy. Fallait que ma mère enregistre. Des fois, l'enregistrement n'était pas tout à fait parfait. Donc une maladie grave. Donc ça commençait trop tôt ou trop tard. Je faisais la gueule parce que l'épisode était à moitié enregistré. Mon cousin avait lui TPS avec TF6, donc j'ai regardé Angel chez TF6. Donc toute ma famille était littéralement, j'avais oublié toute ma famille pris en otage et s'organiser devant une nomenclature Buffy. Mais par contre, au niveau de son ressenti, je sais pas parce qu'elle a vu beaucoup d'épisodes, elle en a croisé certains. Dont une fois, elle a vu un téléfilm, elle a cru que c'était Sarah Michelle Gellar, c'était absolument pas Sarah Michelle Gellar. Elle a dit regarde Sarah Michelle Gellar à ma meilleure amie et moi pour essayer de rentrer dans la conversation parce qu'elle ne trouvait pas aucun moyen d'entrer pour s'immiscer dans la conversation avec Juliette. Elle a pensé totalement exclue. Et on dit bah non, c'est pas du tout Sarah Michelle Gellar. Et là, elle s'est mise en colère. Mais si, je vous dis que c'est Sarah Michelle Gellar parce que la pauvre, elle était tellement contente d'avoir eu l'impression d'avoir trouvé un truc alors que c'était, je sais pas, c'était Janine Dumont, mais. Janine Dumont, grande carrière qui aurait pu être encore plus grande si Sarah Michelle Gellar. Je sais qu'elle a vu, pour moi, la porte d'entrée parfaite pour ma mère qui adorait la comédie musicale, c'est l'épisode musical, qu'elle a vu et qu'elle a adoré. Elle a été bluffée par l'épisode musical. Je crois que je vais montrer, c'est un peu vicieux, mais je crois que je vais montrer The Body, Orpheline. Je crois qu'elle l'a vu, pareil, qu'elle a été un peu genre, ok. Je crois pas qu'elle ait vu grand chose. Après, elle a vu que quand je regardais Buffy, elle croisait Buffy, mais je pense pas qu'elle ait une autre. Je pense qu'en fait, j'en ai jamais vraiment parlé avec elle. Elle entendait Juliette et moi en parler, elle avait une notion d'eux, mais pour moi, c'était quelque chose de très personnel en fait. Il y avait c'est-à-dire qu'il y avait des posters de Buffy partout. J'ai acheté des guides Buffy, j'économisais mon argent de poche pour acheter des coffrets VHS puis DVD Buffy. Elle savait pour me faire plaisir fallait Buffy. Elle savait que Buffy était important pour moi, mais dans la découverte de mon homosexualité et dans mon rapport à ma cinéphilie, c'était quelque chose de très intime. Je comprends. Je le regardais dans le noir, dans ma chambre enfermée. Quand elle rentrait, je mettais sur pause. Et il y avait un rapport qui était je suis content de pouvoir partager ponctuellement quand je décide Buffy avec ma mère. On regarde Orpheline, on regarde que le spectacle commence.
mais je ne veux Mhm. pas qu'elle... C'est à moi, et c'est mon refuge. En fait, mon père est mort quand j'avais 12 ans, donc c'est là que j'ai commencé Buffy. Et en fait, mon rapport avec ma mère, du fait de la découverte de ma sexualité, a commencé à être très très conflictuel, parce que j'étais pas très à l'aise, etc. Donc en fait, Buffy était mon... C'est vraiment intéressant parce que moi j'ai toujours. Tu viens de me faire réaliser un truc sur ma mère, sur moi et ma mère. Mais ce que tu me décris, ayant eu le plaisir de connaître ta mère et de passer du temps avec elle, et c'est vraiment un des grands avantages de cette amitié, c'est qu'on a passé du temps avec nos mères respectives. Et du coup. Moi, j'ai fait Noël plusieurs années avec la tienne, toi, tu as été à Cannes seule. Avec ta mère, et puis famille. aussi j'étais plusieurs fois là où tu as grandi pour tes anniversaires, et j'ai passé du temps avec elle, et je suis heureuse d'avoir cette connexion avec toi aussi. Et c'est le moment où on va sortir les mouchoirs, attention, tout va bien. Mais non, mais ce qui est rigolo, c'est que tu viens de me faire réaliser un truc sur ma mère, qui est que j'ai toujours eu l'impression que il y avait le monde que moi et ma mère on partageait, et ensuite le monde extérieur, que j'ai tout le temps en espèce de truc de je peux être une chose avec ma mère, mais faut que je me rende plus accessible, intelligible pour le monde extérieur, parce qu'ils peuvent pas nous comprendre, parce qu'on est différentes et tout ça et tout. Et je viens de réaliser que ça dépend pourquoi, et qu'il y a des autres aspects où ma mère c'est le monde. Et ce que je veux dire par là, c'est que commençant par Buffy, un peu avec Lois et Clark, mais par Buffy, mais la différence c'est qu'elle regardait Lois et Clark avec moi toutes les semaines, donc c'est différent, elle regardait. Mais avec Buffy et ensuite avec 1 milliard d'autres choses jusqu'à Taylor Swift, mon sujet préféré, après Buffy, c'est que c'était la représentation, ma mère, de la personne qui ne va pas regarder Buffy et à qui je veux expliquer des trucs sur Buffy et autour de Buffy et liés à Buffy en n'imaginant pas qu'elle va regarder un jour. Et donc du coup, c'est ça que je veux dire par le monde, tu vois, c'est genre, c'est ok, donc ça c'est notre délire, maintenant comment on communique avec le reste du monde qui ne rentre pas dans notre cercle. Et que du coup, je lui ai du coup énormément parlé de Buffy non-stop pendant 20 ans, et surtout elle a lu tout mon mémoire, elle a corrigé et lu tout mon mémoire, donc elle était presque la personne lambda. Comment une personne lambda qui n'a pas envie de regarder cette série et qui n'aime pas ce genre et qui du coup n'aime pas ce genre de façon rédhibitoire peut comprendre ce dont je parle, pourquoi je parle. D'ailleurs, je l'ai emmenée voir Avengers. Mais c'est pour ça que c'est génial que j'ai pu l'emmener voir. Enfin, qu'elle ait pu être à l'avant-première de Much Ado About Nothing et d'avoir enfin cette connexion. Mais que jusque-là, du coup, elle me servait presque ok, ça c'est le moment où les gens ils décrochent. Ça c'est le moment où c'est les trucs que les gens comprennent pas. Comment expliquer Buffy à quelqu'un qui ne va jamais regarder. Et du coup, c'est rigolo parce que c'est presque l'opposé et peut-être que ça dit quelque chose de notre rapport. Je pense qu'elle droit quand même à la question, moi, de ce côté où elle pensait que c'était un peu. Bah, après, moi, parce que j'étais plus jeune, mais une vie d'adolescent, elle m'a dit, mais est-ce qu'à un moment donné, tu vas passer à autre chose? Est-ce qu'à un moment donné, tu vas t'intéresser à d'autres séries? Enfin, moi, vraiment, elle avait l'impression que c'était un truc, jusqu'au moment où j'ai fait la première convention de Buffy, où je t'ai rencontré. C'est ce que je me suis dit, en 2000, ça a dû changer les choses pour elle. En 2007, voilà, où d'un seul coup, il y a une professionnalisation de mon rapport à Buffy et une installation dans le monde adulte où, en 2007, j'avais 19-20 ans. Où d'un seul coup, elle a dit ah ouais ok, donc c'est quand même autre chose, et le fait de voir en plus que j'étais pas seul dans mon coin, que même si elle a vu que c'était un grand phénomène, que même au moment où le phénomène Buffy, il y avait moins de magazines, moins de choses autour, qu'elle s'est dit ah bah il y a des gens qui vont payer, à l'époque c'était pas très cher, 30, 40, 50 euros pour venir rencontrer Drusilla et le dessinateur George Genti, et qui vont sortir, et surtout les comics sont continués. Donc de se rendre compte effectivement et puis de voir que Juliette continuait à être fan, que toi t'existais, qu'il y avait tout un tas de gens autour effectivement qui existaient. C'est marrant pour Vous pouvez m'inviter pour vos repas dominicales pour justifier votre passion de Buffy. Je suis extrêmement efficace pour parler. On m'a fait c'est rigolo parce que c'est vrai que j'ai ce truc là que je suis très efficace pour dire à des gens qui sont pas du tout convaincus, non mais laisse-moi te dire pourquoi en fait tu ne sais pas qui. Enfin, tu penses que tu sais, mais tu sais pas vraiment qui est Buffy. Donne-moi 5 minutes. Pour conclure sur nos mamans, ce qui est rigolo, c'est que nos mamans sont très très différentes, mais aussi très similaires. Plein de points communs émotionnels qui font que c'est pour ça qu'on se ressemble autant. Mais s'il y a une série que moi j'ai partagée avec ma mère, à défaut de partager justement Buffy, que toi aussi tu partages avec ta maman, c'est The Nanny, une nounou d'enfer. Absolument. Et ça c'est très très drôle parce qu'effectivement pour le coup là c'était un rendez-vous sur M6 qu'on partageait très rigoureusement. Et on a pu regarder des épisodes ensemble avec ma mère pendant je crois 2 Noëls différents. On a regardé des épisodes d'une nounou d'enfer avec maman pendant la période de Noël ici. Mais c'est juste le truc de ma mère, elle aimait la pop culture et elle aimait être enthousiaste et être fan, et elle était artiste. Du coup, ce truc de c'est une lubie passagère, je l'ai entendu de 1 milliard de personnes, mais pas de ma mère. Pour ma mère, ma mère en fait m'a élevée dans la religion de l'art, sans même s'en rendre compte. Mais l'église, c'était le cinéma.
et le théâtre. Tu vois, le cinéma c'est la cathédrale et le théâtre c'est la chapelle. C'est cette idée que de me rendre compte que la raison pour laquelle je prends les textes artistiques comme des textes sacrés, ça m'a en fait été inculqué dans mon plus jeune âge. Au début de la première partie de l'émission, on a parlé de religion et de la place de la religion, et c'est vrai que du coup, la boucle est bouclée. Plus des gens qu'on aime nous disparaissent, plus j'ai l'impression qu'on se pose des questions sur l'au-delà. En fait, que l'au-delà devient un endroit concret dans notre tête parce que c'est là que sont des gens qui sont pas là, et que du coup le mysticisme prend une place plus grande. Et du coup, je comprends en fait pourquoi les gens avec l'âge, je pense toujours que c'est à cause de l'apport de la mort que les gens avec l'âge étaient de plus en plus mystiques. Mais en fait non, je pense que c'est juste parce que tu connais tellement de gens qui sont plus là que du coup, On a envie de les faire survivre quelque part. En fait, que tu le veuilles ou non, ils existent quelque part dans ta tête, et c'est du coup ça devient cette espèce d'espace, et que on a besoin de mysticisme et de religion, et effectivement peut-être pas une religion organisée, méchante et oppressante. Par contre, pour moi, de voir quelque chose de sacré dans l'art, de voir quelque chose de sacré dans les histoires, c'est quelque chose que je trouve est très réconfortant, mais surtout c'est juste une réalité, c'est comme ça que... Et en fait, ça vient entièrement de ma mère. Et donc je pense que aussi annoyed elle ait pu être par le fait que je parlais tout le temps des mêmes trucs, elle avait aussi un profond respect pour ça, et que c'est elle qui m'a donné les cassettes vidéo pour que je puisse enregistrer tous les épisodes de Lois et Clark, qui est le premier truc que j'ai enregistré, qui m'a ensuite quelque part ouvert la porte à pouvoir complètement me lâcher dans mon amour de Friends, puis enfin du grand amour de ma vie, Buffy contre les vampires. Et vous alors, quel est votre rapport à Buffy avec votre entourage? Est-ce que vos parents aussi regarder Buffy avec vous? Est-ce que d'ailleurs parfois, je sais pour les plus jeunes, c'est parfois vos parents qui sont notre génération à nous, qui vous font découvrir Buffy, qui vous font regarder Buffy? Donc voilà, quel est votre rapport? Est-ce que n'hésitez pas à nous partager une anecdote, quelque chose en rapport avec la série? Nous, on est toujours ravis de les lire. Absolument. Eh bien, ça y est, on y est. Nous allons poser la toute dernière question sur Buffy de cette longue série en 4 saisons de Buffy/20, plus une saison Covid, une saison pandémie. Et voilà, c'est maintenant la fin d'une belle aventure commencée en 2017. Pour les 20 ans. Pour les 20 ans en 2017. Qui avait commencé ici d'ailleurs. Exactement, dans le même lieu de tournage, ce que je trouve assez fabuleux. Et merci, du coup, il était pas au courant. Merci de tout le travail que tu as fait. C'est vraiment... The Steam Engine qui fait, la locomotive qui fait avancer le train, c'est lui qui sait ce que vous écrivez. Moi, je lis aussi les commentaires et vous savez, je like aussi, mais tellement de travail, il a fourni tellement de travail et il m'a donné une telle opportunité de parler de trucs que j'ai envie de dire sur cette série et d'en parler avec toi. Et enfin, il y a quelque chose de fabuleux d'avoir des conversations sur un truc avec quelqu'un avec qui on a déjà eu beaucoup de conversations dessus. Du coup, merci pour tout le travail. Buffy/20, c'est toi. Tu es la locomotive, je suis le wagon qui s'accroche et qui fait avec le plus grand plaisir partie de l'aventure. Mais merci de... Vous pouvez lui envoyer des fleurs, des cadeaux pour le remercier, parce que cette émission n'aurait jamais eu de premier épisode et n'aurait jamais eu de suite. Des livres sur Buffy. Sans l'initiative de David de vouloir non seulement créer le truc et d'avoir l'idée, et ensuite de continuer à booster, à avoir les idées, les propositions. La plupart des épisodes, c'est lui qui a fait le déroulé. Enfin, franchement, merci, merci à toi, ça me touche. Après, merci d'avoir été beaucoup de wagons et même une gare. Parce que sans toi, évidemment, l'émission n'aurait pas eu aussi cette qualité, n'aurait pas eu cet élan, surtout qu'on a commencé quelques mois, pour l'instant, après le décès de ma mère. Donc aussi, ton énergie m'a permis aussi de tenir. C'est le double énergie, c'est Buffy peut nous sauver de tout, même dans les pires situations. Et puis merci d'avoir été à mes côtés et d'avoir suivi aussi sur la longueur, parce que c'est une grande aventure, même comme je disais, pendant le Covid et à d'autres moments, à Paris ou à Berlin. Et donc c'est pour ça que ces 2 dernières questions vont être importantes. Donc Yael, je suis très impatient de savoir ce que tu vas me poser. J'espère que c'est... Mais non, c'est toi qui commence. C'est moi qui pose la première question. C'est toi qui pose la première. Ok, je croyais que c'est le contraire. Ok. Je vais reprendre un truc hypothétique. Tu es face à quelqu'un qui a déjà entendu parler de Buffy, qui a vu des épisodes en passant et qui est là, Buffy, c'est le truc débile avec... voilà. C'est ça que tu fais? Non, c'est pas lui. Non, mais justement, c'est pire que ça. Le truc un peu pas genre, oh ouais, mais bon, c'était sympa, mais bon... voilà. T'as ça en face et tu veux... pas, enfin toi t'es pas énervé, t'es pas machin, t'as juste envie de dire non mais en fait, surtout t'es quelqu'un où tu sais que c'est quelqu'un qui a besoin de Buffy dans sa vie. Avec toute l'expérience que tu as, de parler de Buffy à des gens qui connaissent pas, d'avoir face au jugement, au machin, à tout ce que tu veux,
Et puis aussi ta compréhension actuelle de la série et du fait que aujourd'hui les séries c'est parce que c'était il y a 20 ans, enfin tu vois les gens n'ont pas le même rapport que toi. En 2 minutes, qu'est-ce que tu dis à cette personne pour le convaincre que Buffy a une place, a un rôle à jouer dans sa vie? C'est pas jamais évident parce que ça dépend qui tu as en face, mais dans l'immédiat, déjà je peux comprendre déjà qu'on puisse ne pas être sensiblement à voir Buffy. Toi, on a une amie en commun, on a du mal à comprendre, qui a plein d'emplois communs avec nous, Sonia, et qui malheureusement rejette profondément Buffy, alors qu'elle aime Joss Whedon, elle aime Firefly, elle aime The Nevers, donc ça n'a pas de sens. Mais quand même, déjà, je ferai ce que j'ai fait justement avec Sonia ou ce que j'ai fait avec mon compagnon, car c'est déjà peut-être faire une liste d'épisodes. Déjà voir la porte d'entrée. Et voir, on avait déjà un petit peu parlé au passé. Oui, parce que, non, mais oui, de dire oui, tiens, voilà, je te conseille de regarder celui-là, regarde, toujours pareil, regarde The Body, regarde What's the Feeling, regarde un tel. Tellement il y a une pluralité dans Buffy, une richesse, mais surtout déjà, je pense, en fait, Buffy est tellement de choses. Je pense que Buffy parle d'elle-même. Je pense que j'aurais pas forcément besoin de dire, je dirais juste, franchement, regarde tel épisode ou regarde telle saison. Les saisons sont tellement différentes. Moi, j'ai un ami qui n'a regardé que la saison 6 et qui adore la saison 6 et qui parle tout le temps en bien de Buffy saison 6. C'est spécifique, c'est son expérience, c'est comme ça qu'il aime Buffy. Il est tenté, comme Buffy lui a plu, de regarder les autres, ça lui a pas parlé. Parce que l'intérêt de Buffy, c'est qu'il y a une continuité, une cohérence de dingue esthétiquement et narrativement, mais la série, chaque saison a une identité propre et même parfois chaque épisode. On s'était amusé à faire à un moment donné les codes couleurs de chaque saison, comment tu visualises, mais effectivement, on sent dans la série qu'indépendamment d'une identité forte de la série dans sa globalité, il y a une identité forte par saison. Les musiques sont pas les mêmes, les thèmes musicaux sont pas les mêmes, l'esthétique est pas tout à fait la même, et ça, c'est très 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 important. Donc, je lui dirais, dans ma sensibilité, mon intuition, je dirais, voilà qui tu es, voilà quel est l'épisode ou la saison qu'il te faut. À toi maintenant d'y aller. À toi, parce que c'est pas évident de maintenant dans le monde moderne, on est tous saturés d'émissions et de choses à regarder, de réussir à trouver le temps, voilà. En plus, moi j'ai un amour pour le pilote et la saison 1, donc beaucoup de gens disent non, je commence plus tard et autres. Moi c'est compliqué parce que dans Buffy j'aime la continuité et j'aime la mémoire. Mais à la rigueur, c'est ça que je dirais surtout, je dirais Buffy va faire du bien à ton humanité. Je conclurai là-dessus. Voilà. Buffy fera du bien à ton humanité. Et Buffy a une mémoire que tu ne retrouveras pas ailleurs. C'est très très juste et je pense que l'argumentaire serait le même. Et j'étais en train de réaliser que pour la première fois de ma vie ces dernières années, ou peut-être juste maintenant, je réalise que j'ai envie de faire quelque chose de très court. Avant, je me disais, si je fais le bon speech, si je donne tous les arguments, mais en fait j'ai envie de dire quelque chose de très court et de trouver le moyen de parler avec la personne des racines de son préjugé. Sans dire, mais pourquoi t'aimes pas les trucs comme ça? Mais tu vois, juste de dire, parce que clairement, si la personne pense que, soit c'est un manque d'information, soit c'est un blocage. Et que tant que t'as pas touché au blocage, en fait, tu pisses dans un... Ce qui me fait penser que je voulais absolument faire une parenthèse, et d'ailleurs, si notre public actuellement... Vous êtes toujours là, les filles? Oui! Voilà, s'ils veulent participer en quelques mots, il y a quelque chose... Parce que cette saison, quelque chose a été répété maintes fois par tout le monde, tous nos invités, Marion, Juliette, Riley, David, Stéphane, Fabien, tout le monde a dit la même chose. Moi, toi, Buffy a de la mémoire. Quand je zappais sur M6, c'était incroyable de voir une référence d'un épisode à un autre. Et pourtant, la racine de Buffy, le point de départ de Buffy, c'est que justement, il y a un élément qui n'a pas de mémoire. On avait déjà vaguement évoqué, mais j'ai envie de dire, what the fuck with Jessie? Que s'est-il passé avec Jessie? Donc Jessie, là, le personnage ami d'Alex et Willow qu'on voit dans le pilote et dont on n'entend absolument plus jamais parler. Tu m'avais déjà fait une interprétation un peu psychologique, je pense que c'est parce que, en fait, machin, moi je peux croire à elle, parce que Xander... Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a une raison que tu justifies sur le texte pour te donner du sens, qui est que personne ne gère le deuil et que Xander ne parle plus jamais de personne une fois qu'ils sont morts ou qu'ils sont quittés la vie. Cordelia... Voilà. La deuxième raison, c'est que quand il commence à écrire la saison 1, Joss Whedon, il se prend pour un petit malin. Il se croit... Il y a une métaphore sur The Good Place à faire sur le showrunner, sur la psychologie du showrunner, et que la relation du personnage de Michael avec les autres personnages, c'est comme la relation d'un showrunner avec ses personnages, et qu'au fur et à mesure des saisons, ça évolue. Et Joss, entre le début et la fin de la saison 1, il change de perspective, il fait un exercice de style au début, donc il s'en fout des conséquences. Tout ce qu'il pense, c'est « Haha, j'ai créé un personnage et après il va partir ». Mais en fait, c'est pas un truc qui a du sens parce qu'il apprend à donner du sens aux choses au fur et à mesure de la saison. Donc c'est petit con.
C'est Joss Petit. Mais tu comprends qu'il est à un moment donné, au moment où la continuité existe, pourquoi dans la saison 2, la 3, il n'y a pas une évocation, pourquoi il n'y a pas une pensée pour lui au moment de la graduation day, de la cérémonie. Parce qu'il assume pas qu'il a fait son petit con. Voilà. Parce qu'il avait. Son petit con, son petit malin. Il assume pas que c'était un acte de petit malin. Mais de toute façon, il y a plein de trucs, je pense que tous les défauts de Buffy, c'est des trucs qu'il assume pas. Et c'est très humain et normal. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous les filles? Ça vous énerve qu'on parle plus jamais de Jessie? Non, pas du tout. On a eu deux têtes qui ont émergé derrière le canapé, genre. Non, on s'en fout. Mais effectivement, après. En fait, on s'y habitue tellement que. Mais il y a aussi un truc que oui, ça a de la mémoire, mais il faut bien comprendre que la mémoire de Buffy, c'est un peu un truc où il s'autorise à faire un truc qui va à l'encontre de la norme. C'est pas la seule, hein. Je reviens à nos amis Friends et Lois et Clark. C'est des séries qui ont de la mémoire aussi, et Nous en faire aussi. Beaucoup de sitcoms de la période de Nous en faire et de Friends, c'est toujours la même chose. Bon, alors des fois, on se marie, on a un enfant et tout, mais malgré tout, la continuité, le sens de continuité de Friends est hallucinant. C'est comme Buffy. Tout ce qui se passe, il y a un impact de chaque épisode sur les personnages et sur la série. Mais à l'époque, t'es pas censé faire ça parce qu'à l'époque, tu peux pas. À l'époque, personne ne peut voir tous les épisodes parce qu'il n'y a pas de rediffusion, il n'y a pas de DVR qui permet d'enregistrer le truc et on ne sort pas vraiment les DVD des séries. Donc l'idée même d'avoir de la mémoire, ça semble être un truc contre-productif par rapport. Et donc du coup, le fait qu'il l'ait fait de plus en plus assumé, mais qu'au début, voilà, c'est logique aussi. Après, moi, ça me sent globalement pareil, pas dérangé jusqu'au jour où je sais pas pourquoi, j'y ai pensé. Je me suis dit, ah oui, quand même, voilà, ça m'est sorti. Après, j'ai eu une sorte de réparation quand j'ai su que toutes les scènes de Zender dans Conversation with Dead People, dans Connivence, étaient avec Jesse, que l'acteur n'était pas disponible et que c'est pour ça que Zender, c'est le seul épisode où Nicolas Brandon n'apparaît pas parce qu'ils ont dit finalement, si on avait ça, on fait pas autre chose. Et je me suis dit, au moins. Et ça se trouve, ça s'est passé hors caméra, on était juste pas au courant. Mais voilà, mais l'intuition que ça a fait exister, je trouve ça chouette et je me dis que ça aurait pu être chouette, mais simplement le fait de savoir que, je me dis, ils ont quand même eu l'intuition exactement comme il y a eu le coup de, je sais plus quel scénariste dans l'épisode 5 de la saison 7 qui s'est dit, mais on n'a jamais parlé du fait que Zender a dit à Buffy. C'est Drew Goddard, parce que Drew Goddard est un gros fan de la série et donc le premier épisode qu'il écrit, il est là genre, je vais ressortir le truc que je pense depuis 5 saisons. Voilà, où Zender dit à Buffy, mais vas-y, tue Angel sans lui dire ce qui va se passer avec Willow. Qui lui dit que Willow lui a dit kick his ass. Mais c'est rigolo parce que Balfour, j'ai le plaisir de le rencontrer et il a un souvenir hyper positif de Buffy. Celui qui joue Jesse, et il a un souvenir hyper positif de Buffy. Enfin, il dit ah ouais, c'est trop cool et tout. Donc bon. Mais bon, après il était sur. Notre série. Après, il était sur Standard. Oui, il était sur Standard, mais dans 3 épisodes. Mais qu'est-ce qu'il faisait pendant. Bon, on s'en fiche. Tout ça pour dire que. Mais en fait, comme tout, s'il n'y a pas des défauts, c'est moins intéressant. C'est les aspérités aussi de la vie. C'est des trucs qui ne sont pas compensés. Moi, ça ne me dérange pas que le texte, il y a tellement de cohérence que les incohérences ça crée presque du mystère. Et ça, justement, ça ouvre des brèches sur se poser des questions sur le rapport au deuil, sur à quel point ils sont dans le déni chaque fois qu'il se passe un truc vraiment tragique. Pourquoi? Mais bon, effectivement, en réalité, ça n'a aucun sens qu'il parle jamais de Jessie. Mais that's okay. Ce que j'espère vraiment, c'est que Buffy est suffisamment intelligente pour avoir enterré Jenny, sa mère et Tara ailleurs qu'à Sunnydale, vu ce qui se passe à la fin. Mais bon. Tu veux dire que pour toi, c'est les anciens morts qui se relèvent, qui sortent à la fin? Non, quand le Sunnydale s'effondre. Ah oui, d'accord. L'idée que toutes les tombes se pouf, je suis là, un peu triste. Anyway, we got dark. Ok. Je pense que parler de l'impact positif de la série sur ton bien-être, que ça fait réfléchir, que ça fait vivre des trucs qui sont bien, de parler du fait que c'est une œuvre complexe qui mérite d'être appréhendée en entier, qu'elle est rare. Et moi, le troisième truc que je dirais toujours, c'est tout le temps drôle. C'est tout le temps drôle. Parce que ça, pour moi, c'est un vrai argument de ça va être fun à regarder, quoi. Alors Yael, ma dernière question pour toi, qui est la toute dernière question de Buffy Slash sous ce format-là. No pressure. Qui est une question pareille générale et que je trouve j'espère, une jolie question pour terminer. Donc une question que vous pouvez vous-même réfléchir chez vous. Ou dans le car ou dans le bus. Je sais pas où vous nous écoutez, parce que je sais que certains regardent l'émission, mais certains nous écoutent comme un podcast aussi. Donc voilà, alors on fait des efforts, on s'apprête, on fait attention, et vous idée que voilà, je suis un peu vexé, mais il vaut mieux ça qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, moi je fais attention. Moi j'adore moi j'avoue que comme dans les tu podcasts. sais, non, et puis surtout comme tu sais, très souvent tu as dit tu ne regardes pas les séries, en fait tu les écoutes. Je les écoute, oui, c'est vrai. Ma question est tout simplement, Yael, est-ce que tu penses que tu seras fan de Buffy toute ta vie? Oui. Oui.
j'ai toujours dit qu'une des forces de Buffy, que l'idée que ce soit une histoire sur l'adolescence n'était pas une faiblesse, c'est dans le côté, oui, bon, je sais, c'est un truc d'ado, c'est pour ado. Déjà, j'ai jamais pensé que c'était pour ado, c'est pas parce que ça parle d'adolescence que c'est pour l'adolescence, mais j'ai longtemps dit depuis que j'ai commencé à écrire de façon un peu critique, donc pour l'université, quand j'avais 23-24 ans, et que je me suis retrouvée à défendre Buffy avec des gens qui connaissaient pas ou qui voyaient pas et tout, je dire, mais en fait... Et je m'intéressais à beaucoup de fiction adolescente à l'époque et je me disais, est-ce que c'est régressif, est-ce que c'est... Et toujours le truc de Buffy étant majeur, enfin voilà, l'exemple majeur, l'adolescence est une parfaite métaphore pour le changement, pour la disruption, pour l'évolution, et en réalité la nature de la vie c'est ça. Donc Buffy ne parle pas de l'enfance ou de l'adolescence, Buffy parle, de toute façon le sujet principal de Joss Whedon, ce n'est pas les femmes, ce n'est pas l'adolescence, c'est l'éthique du pouvoir. La question de l'éthique du pouvoir est une question qui va, je suis sûre, rester centrale dans mon existence quoi qu'il arrive. Le fait qu'une série sur 144 épisodes de plein de façons différentes explore, en étant tout le temps drôle, quelque chose d'aussi majeur, et on le sait déjà, on a assez d'expérience avec la série pour savoir que je connais les épisodes par cœur, et quand je les revois, je vis quelque chose de différent. Par exemple, j'ai revu le début de la saison 6 pour la première fois depuis la mort de ma mère, et donc mon rapport au deuil a bien entendu changé à partir du moment où j'ai perdu quelqu'un de majeur dans ma vie. Et je n'ai jamais vraiment eu d'empathie pour le groupe, pour le Scooby Gang dans les 2 premiers épisodes de la saison. Tout d'un coup, ça a pris une ampleur radicalement, enfin une texture, une couleur radicalement différente, parce que mon vécu me permet de voir des nuances que je ne voyais pas avant. Du coup, enfin c'est d'ailleurs fascinant comment cette série a avoir tant de choses, mais du coup, j'ai hâte de découvrir ce que la série dit sur la vieillesse, ce que la série dit sur ce qui va se passer dans le monde, dans l'actualité en 2040. Parce que c'est clair que pour moi, la série parle de MeToo, la série parle des conflits modernes, la série parle de la cancel culture, la série parle de tout ce qui arrive aujourd'hui sans même... Donc, il n'y a pas de raison que ça arrête de le faire. Donc oui, toujours. Moi, ce que la série dit sur ma vieillesse, c'est que je commence à trouver dans les premières saisons, Giles un peu sexy. Après, on se dit, attention, ça arrête, je suis là, oh là 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 là, oh là là. Non mais ouais, mais bien sûr, il y a le côté dans les séries où t'étais du côté des ados et maintenant t'es du côté des parents et tu fais, mais il est insupportable cet ado. Mais j'ai toujours trouvé Giles sexy. I agree. Nous avons des fans de Giles dans l'assistance, mais come on, he's kind of sexy. La tête de Zana. Mais Guerre, toi aussi, non? Bah, j'espère. Après, moi, je dis toujours l'empirisme prime avant tout. Et je veux dire, j'ai commencé à être fan de Buffy à 12 ans. J'en ai 36. Je vois pas pourquoi. Après, j'ai eu effectivement des périodes un peu plus en retrait. Il suffit que je revoie moins d'épisodes et, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Je sais que j'aime, mais... Et puis dès que tu replonges dedans, tu fais ah ouais. Non, mais en fait, tu replonges dedans et tu fais. Moi, je me rappelle chaque fois qu'on se. J'ai la chance de vivre avec 2 Buffy-philes, dont une qui se laisse facilement convaincre de regarder Buffy. Y compris quand il y a des années, on regardait un truc qui s'appelait un truc anglais qui s'appelait Witches qu'on n'avait pas du tout, et d'un coup, elle se retrouve à faire oui, si, regardez Buffy à la place. Mais t'as un peu ça où tu essaies d'explorer d'autres séries, d'autres univers, et tu te plonges dedans en disant ah, c'est quand même bien, j'aime bien, puis à un moment tu fais ouais, mais il y a un truc qui manque, et tu te le mets dans le film, tu fais ah, putain, pourquoi je me suis embêté à regarder des heures de. Ça fait le truc contraire, c'est que t'as ça, et où t'as le cas où par hasard tu regardes Buffy parce que quelqu'un en parle, tu fais bon, allez, je vais te montrer un épisode, ou ah, tiens, je vais checker ce truc-là, et tu regardes Buffy, tu fais mais pourquoi est-ce que je regarde quoi que ce soit d'autre? C'est ça, genre, mais en fait, pourquoi je perds du temps à regarder autre chose? La richesse, oui, mais que du coup, des fois, ça te prend par surprise parce que t'as pas eu envie de regarder Buffy en te disant c'est tellement mieux que tout le reste. Tu t'es dit, bêtement, tu t'es dit, non, mais bon. Et effectivement, tu te fais prendre par surprise. Parce que tu le regardes je te dis pas parce que quelqu'un d'autre voulait le regarder ou parfois si t'as un jour où t'avais pas l'intention d'eux et tout d'un coup tu fais mais qu'est-ce que c'est bien, mais je pense que c'est le truc que je dis à chaque fois, c'est qu'est-ce que c'est bien, mais qu'est-ce que c'est bien, et puis surtout qu'est-ce que c'est. Quand j'ai revu la 5 saisons de suite et 2 saisons et demie d'Angel et 5 saisons et demie de Buffy, je passais mon temps à surgir dans la chambre de Carole et à dire j'ai une nouvelle réflexion sur Buffy. Non, ce qui est génial, c'est ça, c'est que là, c'est génial. C'est que c'est très nourrissant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu le revois, tu refais des connexions avec tes propres vécus, ta propre culture, ce que tu as acquis, mais aussi tu refais des liens, que tel épisode fait quoi tel épisode, que telle chose fait tel. En fait, c'est tellement dense qu'il y a tellement de choses différentes, tellement de couches, sans oublier que le divertissement est tout le temps bien, c'est tout le temps drôle, il y a aussi tout le temps de l'action, il y a aussi tout le temps de l'émotion, c'est-à-dire que le divertissement est tout le temps très réussi,
et la densité du texte est Et la toujours substance. suffisamment large que tu peux creuser et toujours Et ce que je en trouve découvrir. super, c'est que moi, je pense pas que c'est à cause de la... Enfin oui, je pense que Jocelyn a une grande intelligence, une grande sensibilité, mais c'est pas ça, c'est pas le contrôle, c'est pas la vision, c'est pas ça qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est l'immense humanité du processus créatif. C'est le fait que il a cannibalisé, et ils se sont tous cannibalisés, toutes leurs vraies émotions, leurs vrais ressentis. Et que la raison pour laquelle c'est tellement universel et sans fond, c'est parce que c'est vraiment, malgré comment c'était difficile à tourner, il y avait quand même assez d'espace pour que tous ces artistes, et donc quand je dis tous ces artistes, ça va de Joss Whedon au mec qui tient le micro, tous les gens sur le plateau, en dehors du plateau, ont investi quelque chose d'eux-mêmes. C'est un peu comme le Hogwarts des Harry Potter, ils ont mis un bout de leur âme dedans, et ça a créé un truc qui fait que la série, un peu au-delà de leur capacité de contrôle ou de quoi que ce soit, a une dimension humaine fabuleuse et du coup est totalement indémodable. Et oui, on parlera de Buffy dans 150 ans et j'espère qu'on en parlera de nouvelles façons. Donc oui, forever, même si c'est le dernier épisode, forever on parle de Buffy, parce que quand tu as dit je vais te poser une dernière question sur Buffy, je dis pas de notre vie, je te rassure, dans notre vie tu vas continuer à me parler de Buffy, voilà. Merci de parler de Buffy avec moi et d'aimer Buffy comme tu l'aimes et presque comme moi et presque pas du tout comme moi, ce qui est super. Puis merci à notre public qui est présent pour ces 2 émissions exceptionnelles. Je parlais aux gens de l'autre côté, mais oui, merci le public. Merci à Marine qui m'a fait découvrir Buffy et à Carole qui m'écoute parler de Buffy sans fin. Et c'est quoi la suite? Donc oui, c'est la fin de Buffy C20 sous ce format, mais il y aura encore des choses. Et oui, séchez vos larmes, ça va aller. Alors, première chose, c'est qu'évidemment, on va quand même tenter de continuer à faire au moins un Buffy C20 annual, c'est-à-dire une émission par an pour parler d'un côté de l'actualité, parce qu'on a la chance qu'il y ait toujours de l'actualité sur la série, plein de rebondissements en devant et derrière les caméras, donc plein de choses à dire, des analyses, des choses que nous-mêmes on a redécouvert. Donc on aura l'actualité et d'autres analyses une fois par an. On essaiera de faire une belle émission, Ouais. ensemble, peut-être avec des invités aussi. Peut-être qu'on pourra tenter d'avoir peut-être Carole, Marine avec nous face caméra cette fois-ci et pas de l'autre côté pour parler de Buffy. Elles ont plein de choses absolument passionnantes à dire. D'ailleurs, je vous invite à les retrouver dans leur podcast. Tu peux nous citer vos podcasts? La semaine berlinoise, c'est le podcast où on parle toutes les 3. En général, tout ce que je fais, c'est sur icannotsitstill.com qui veut dire je ne tiens pas en place. I cannot sit still. Pour... I cannot De toute sit façon, still. tous les liens allez... sont dans le... Voilà. Et sur mon Insta, vous avez un Linktree avec tous les liens pour tout trouver. Et voilà, j'ai le plaisir aussi de faire un podcast qui s'appelle En cours d'écriture sur l'écriture où je parle presque systématiquement de Buffy. Donc si ça vous intéresse, c'est aussi disponible. Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Où tu parles de Buffy? Ou tu parles pas de Buffy? Ou tu fais autre chose? Où est-ce qu'ils peuvent Moi, vous passer pouvez du temps avec toi? évidemment lire Fusion Man. L'intégralité de toute la collection du volume 1 à 6 sont désormais sortis. Vous pouvez lire toute l'histoire, le début, le milieu, la fin. L'histoire est entièrement disponible. Donc foncez découvrir Fusion Man. Voilà, c'est un super-héros, des super-héros LGBT. Donc n'hésitez pas. J'ai également un manga en cours de création. J'espère pareil pouvoir vous en dire plus très rapidement. N'hésitez pas également à me suivre donc sur mes réseaux sociaux, Fusion Man Comics sur TikTok, Instagram et Facebook. Et voilà, et donc on se retrouvera pour les Buffy C20 annuels, mais aussi j'ai un projet, quand on va avoir reçu cette saison, j'en parlais avec Stéphane, plein d'auteurs de livres Buffy, je me suis dit, pourquoi moi non plus, et nous non plus, on n'a pas notre livre Buffy? Donc je sais déjà que Yael, de ton côté, je crois que tu travailles déjà sur plusieurs choses. Pour l'instant, c'est en jachère à cause des autres livres, mais oui, le livre de Buffy, il habite en moi et un jour il va sortir. Voilà, il est quelque part là, et j'espère qu'elle pourra vous le transmettre rapidement parce qu'il y a plein de choses passionnantes. Et moi j'ai l'intention, de transposer le format de cette émission qui vous a tant passionné pendant toutes ces années en livre, c'est-à-dire de poser une question et d'y répondre un temps exactement limité pour répondre. en une page ou deux, de façon à pouvoir continuer à être concis et efficace et à pouvoir aborder surtout beaucoup de sujets. Donc vous aurez peut-être Buffy C20, le livre, dans lequel évidemment Yael sera absolument la bienvenue. J'espère qu'elle me fera l'honneur de vous répondre également à des questions. Alors je sais pas si c'est très excitant comme proposition. le défi de réussir à dire beaucoup en... Comment ça? Comment tu ça ne crois pas que je peux être concise? Je ne vois pas quoi dans notre expérience commune te mène à avoir cette idée-là. Non, mais justement, c'est un challenge totalement patient. Je reviens pour dire les choses essentielles qu'on a vraiment envie de partager et c'est un exercice passionnant.
Merci à tous les gens qui nous ont regardés depuis toutes ces années. Merci encore de votre participation, d'avoir partagé avec vous votre passion pour Buffy. Et merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écrire un truc personnel, qui m'ont écrit des trucs sur Facebook, sur Instagram pour parler de comment ils étaient touchés par les choses qu'on disait. C'est tellement important, ça nous touche tellement. Merci à tous ceux qui se sont autorisés à le faire parce que c'était un vrai plaisir de vous lire. Ponctuellement, on a également répondu aux questions que certains nous ont posées effectivement en message privé ou dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, ce serait une belle opportunité pour les Buffy annuelles, les émissions qu'on fera une fois par an. Justement, soyez généreux en commentaires et en questions, qu'on puisse aborder les questions qui vous passionnent. La bonne interrogation, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvaise analyse, on y répondra volontiers. Donc encore, merci à vous toutes et à tous de nous avoir regardés et surtout applaudir notre série préférée. Buffy, et continuez à la regarder. C'était Buffy Space 20, une question, Une réponse. 2 minutes.